Madame, Monsieur, bonsoir. C'est officiel, le service militaire obligatoire est de retour. Le prochain contingent comptera 20 000 appelés répartis dans 4 centres de formation. Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Abdelatif Lodji, en a fait l'annonce dans le cadre du projet de loi de finances 2022, et ce pour la réception et la formation de cette 37e promotion. Une reprise attendue après une suspension due, bien sûr, à la crise sanitaire. Eh bien, l'occasion pour nous, dans Question d'actu, de revenir sur le rôle social et économique du service militaire obligatoire, un moyen d'améliorer l'intégration dans la vie professionnelle des jeunes marocaines et marocains et dans le renforcement de leur sens de la citoyenneté. En seconde partie de l'émission, la place de la TPME dans le nouveau projet de loi de finances. Acculée par les effets de la crise sanitaire, la colonne vertébrale des entreprises marocaines va mal. Les faillites se comptent par milliers et les trésoreries sont asséchées malgré la reprise. Autant dire que le nouveau ministre de la toute petite et moyenne entreprise a du pain sur la planche. Mais avant, notre premier sujet ce soir, le service militaire obligatoire. Pour en parler, je reçois Fouad Benmir, sociologue, et Karima Ghanem, activiste de la société civile et présidente du Centre international de diplomatie. Bonsoir madame et monsieur. Et je vais commencer avec vous, Fouad Benmir. Bonsoir. Peut-être un rappel de qui est concerné du point de vue, bien sûr, social ou sociologique par le service militaire obligatoire. Bon, mais madame, tout d'abord, permettez-moi de commencer par vous dire que le service militaire obligatoire constitue une question de cohésion nationale. La question du Sahara, les menaces émanant des pays étrangers, les menaces étrangères émanant des pays voisins et tout autre risque, bien sûr, de tout autre genre auquel le Maroc fait face, bien sûr, sont aussi nombreux que réels, et un dispositif tel que le service militaire vise à fédérer les jeunes énergies au-delà de leurs origines, appartenance géographique, niveau d'instruction, pour faire corps avec la nation et défendre les idéaux du royaume du Maroc, tels que la sécurité, la paix, la tolérance, que prône le royaume du Maroc au cours de toute son histoire. Et si vous me permettez, là, je vais m'arrêter devant l'histoire. Je pense qu'il est grand moment pour que cette jeunesse marocaine fait bon ménage avec l'histoire de leur pays. Le royaume du Maroc, cette nation, cette grande nation, a une histoire très riche, et je pense que les jeunes, en ayant une conscience de cette histoire, ils vont certainement être fiers, beaucoup plus fiers, d'appartenir à cette grande nation. Et je pense malheureusement que c'est cette histoire, cette dimension historique que le royaume du Maroc a, qui attise les jalousies de certains. Très bien. Karima Ghanem, je vais vous poser peut-être la même question. Vous êtes activiste de la société civile. Si on rappelait aussi qui est concerné par le service militaire obligatoire, et rappeler aussi ce contexte que vient d'évoquer Fouad Benmir, contexte national et international, dans lequel intervient ce retour du service militaire obligatoire après la suspension à cause de la Covid-19. Je pense qu'aujourd'hui, le monde entier connaît des mutations caractérisées par des différentes menaces. Aujourd'hui, on vit une double crise, une crise sanitaire et aussi plusieurs crises sécuritaires qui prennent de plus en plus de nouvelles formes, surtout avec la montée de la transformation digitale. Donc, comme précisé, le Maroc a subi récemment une campagne de démigration contre sa souveraineté, contre son intégrité territoriale sur tous les fronts. Et bien sûr, cela nécessite une forte mobilisation de tous les citoyens et citoyennes sur le même pied d'égalité pour défendre le pays. Vu aussi les conflits croissants avec les voisins, les provocations que le Maroc reçoit chaque jour, les bouleversements que connaît la région Maghreb et Sahel, donc cela
nécessite une mobilisation, donc le service militaire demeure une nécessité. Je pense aussi pour tout ce qui est national, vu qu'une grande majorité des jeunes en quête d'emploi ou ceux ou celles qui ont perdu leur emploi, principalement dans le secteur informel, je pense que ils ont aujourd'hui un malaise, une difficulté de réinsertion sur le marché d'emploi. Donc, je pense que le service militaire, ça serait une opportunité pour les jeunes, principalement issus des zones défavorisées, pour assurer une protection, une cohésion, un encadrement et aussi se concentrer pour exercer et apprendre un métier pour leur intégration après dans le marché d'emploi. Très bien, c'est intéressant. Donc, c'est une réponse à une partie de ma question. Mais Fouad Benmir, vous êtes sociologue. Pourquoi une nation a besoin d'un service militaire? En d'autres termes, pourquoi a-t-on besoin d'un service militaire obligatoire dans une société comme celle marocaine, tout simplement? Je pense que le service militaire dans toute société, dans ce monde-là, bon, c'est une question qui, bien sûr, le Maroc a besoin d'un service militaire obligatoire pour défendre la nation, mais aussi le service militaire obligatoire, on ne peut pas le cantonner tout simplement dans l'exercice militaire, mais elle s'étend au-delà de tout ça. Donc, en prenant tout d'abord l'exemple de cette jeunesse, chaque année, je crois, un nombre de cette jeunesse qui se trouve livrée à elle-même. Et par conséquent, les institutions de socialisation qui n'ont pas réussi à canaliser et à mobiliser cette jeunesse dans la société marocaine, je crois que le service militaire vit bien sûr la discipline et la rigueur qu'il transmet à ces jeunes-là et les aide bien sûr à améliorer leur intégration dans la vie professionnelle et sociale et de renforcer aussi le sens de la citoyenneté. Et j'aimerais bien m'arrêter devant la citoyenneté. La citoyenneté aujourd'hui, c'est pas avoir la carte d'identité nationale. La citoyenneté effective, c'est appartenir à cette nation et être bien sûr prêt à défendre les valeurs de cette nation. Personne ne peut contester aujourd'hui que le Royaume du Maroc, c'est un pays qui s'érige en tant que force régionale. Et par conséquent, bien sûr, ce développement que connaît le Royaume du Maroc, cette stabilité politique, cette vision éclairée de Sa Majesté, comme je viens de le dire, attise les jalousies de certains pays. Et par conséquent, le Maroc est reconnu dans tout le monde comme un pays qui prône la paix, la sécurité, la stabilité. Mais bien sûr, comme vous le savez très bien, j'apprends rien de nouveau. La paix, pour vivre la paix, il faut se préparer aussi pour la guerre, il faut le dire. Et le service militaire, je crois que tous les Marocains ont une dette envers ce pays-là. Et bien sûr, en participant dans cette opération de service militaire obligatoire, cette jeunesse s'acquitte d'une dette envers leur pays, leur nation. Très bien. Quelque chose à ajouter, Kalima Ghanem, par rapport aux bénéfices, peut-être pour la société, mais aussi pour le citoyen, tout simplement pour la jeune ou le jeune marocaine ou marocain, d'adhérer à ce service militaire obligatoire? Je pense pour la société, comme déjà précisé, c'est un moyen d'assurer la cohésion sociale, de fédérer les jeunes au-delà de leur appartenance communautaire ou idéologique, aussi pour renforcer le vivre ensemble sous le même drapeau. C'est un moyen de transmettre les valeurs de la nation. C'est un moyen aussi de renforcer la loyauté. Je pense pour le citoyen et la citoyenne elle-même, c'est un moyen d'assurer sa cohésion sociale aussi. C'est un moyen de renforcement de l'engagement civique qui est très important. Aujourd'hui, on parle pas uniquement du service militaire obligatoire, mais aussi on parle du service national obligatoire. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, presque 80% des jeunes qui ne sont pas dans les systèmes, ils ne sont pas encadrés ni dans des associations, ni dans des partis politiques. Donc, c'est un moyen pour eux de découvrir une vocation, de s'engager dans des missions d'intérêt général. Aussi, c'est un moyen de réinsertion pour un parcours vers l'emploi, lutter contre le chômage et s'initier vers des métiers
et bénéficier d'un encadrement. Et je pense que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, l'a précisé lors de l'annonce du service obligatoire. Il a appelé le gouvernement à déployer plus d'efforts pour lutter contre le chômage, pour l'exclusion sociale et aussi pour l'éducation. Absolument. Et d'ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental du Maroc, dans un de ses avis, un de ses rapports, a rappelé que ces jeunes-là constituent un défi majeur, et notamment, vous l'avez si bien dit, Karima Ghanem, l'insertion sociale qui doit passer par l'emploi. Alors, finalement, Fouad Benmir, le service militaire obligatoire, c'est un gage de sécurité de l'emploi aussi. Au-delà des aspects que vous avez cités, soient-ils patriotiques ou sociaux, de cohésion sociale, il y a aussi ce volet économique qui n'est pas à négliger. Absolument, bien sûr, le service militaire dépasse bien sûr l'exercice simple militaire, mais il s'étend vers bien sûr la participation dans la construction des citoyens de demain. Et combien le Royaume du Maroc a besoin du citoyen, le citoyen de demain, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à cette nation, qui partage les valeurs de ce pays, qui, je le répète et je ne me lasserai pas le répéter, qui est riche de l'histoire. Donc le service militaire, bien sûr, essaye d'aider les jeunes qui ont des difficultés à trouver une place dans cette société, de passer une année dans de ce service militaire, le service national, et cette jeunesse qui a trouvé des difficultés d'insertion dans la vie professionnelle peut bien sûr sortir après avec une profession qui va leur aider à s'intégrer dans la société, de construire une famille qui est le noyau de cette société. Donc, elle dépasse vraiment le simple service militaire pour aller embrasser la question sociale, la question économique et tout, et aider ces jeunes, bien sûr. Et j'aimerais bien aussi, encore une fois, le préciser, malheureusement, les institutions de socialisation n'arrivent pas à canaliser cette jeunesse. À chaque année, je crois, chaque 5 ans, 1 million de jeunes qui se trouvent livrés à eux-mêmes. Et bien sûr, la participation le service militaire offre à ces jeunes-là, bien sûr, une opportunité, une occasion de, bien sûr, s'intégrer et une insertion facile dans le domaine professionnel. En outre, bien sûr, on leur transmet les valeurs de la nation. Et de la discipline aussi. Et de la discipline aussi, Fouad Benmir. Oui, la discipline et la rigueur, il faut le dire. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, entre parenthèses, la classe moyenne, elle a mal compris l'éducation. L'éducation, ce n'est pas le confort, offrir à leurs enfants une chambre et les technologies de l'information, de la communication. L'éducation, c'est un accompagnement quotidien pour construire un citoyen avec les valeurs de la nation. Et bien sûr, tout le monde constate aujourd'hui que notre jeunesse, bon, je ne généralise pas, mais un nombre qui aujourd'hui qui n'est pas discipliné, et je pense, et n'est pas responsable. Et le service militaire, bien sûr, dans cette école-là, il y a la rigueur, il y a la discipline, et je pense que les jeunes qui auront l'honneur de participer à cette opération vont sortir vraiment des gens responsables avec les valeurs de la nation et avec une profession qui va leur permettre de s'intégrer dans la société de nouveau. Karima Ghanem, pourquoi, selon le ministère de l'Intérieur, eh bien, il y a une forte adhésion à l'opération donc de recensement qui permet de recruter justement ces jeunes Marocaines et Marocains pour ce service militaire obligatoire. Il y a une forte adhésion en particulier chez les jeunes filles, pour qui d'ailleurs le service militaire n'est pas obligatoire, il est facultatif pour les jeunes filles. Pourquoi cet engouement de la jeune fille marocaine pour adhérer à ce service militaire ? Tout d'abord, je voudrais préciser une chose, que nous sommes toutes et tous égaux devant les droits, devoirs et obligations, et on a les mêmes responsabilités. La femme marocaine, y compris la jeune fille, a toujours participé au premier plan pour défendre son pays. Donc le service obligatoire pour toutes et tous renforce le principe d'égalité, qui est déjà un principe
constitutionnalisé. Donc, aussi, vu l'ancienne promotion, nous avons constaté qu'il y a une forte séduction parmi les jeunes filles de se joindre à cet appel de la nation. Et je pense que cela peut renforcer davantage une éducation égalitaire et aussi lutter contre les clichés et les stéréotypes envers les capacités des jeunes filles et femmes dans ce service militaire. Très bien, mais il y a aussi, hein, vous avez dit qu'effectivement la Constitution prônait ce principe d'égalité. Bon, après sur le terrain, la réalité est tout autre. Vous êtes vous-même activiste de la société civile, donc vous savez comment cela se passe. Comment vous pensez que le service militaire justement peut être aussi un remède pour les maux sociétaux que vit justement cette jeunesse marocaine, pas spécialement les filles, mais en particulier les jeunes filles. Donc bien sûr le service militaire concerne les 19-25 ans, mais on va peut-être même beaucoup plus élargir. Donc comment ça peut être un remède à cela ? Oui, je pense tout à fait d'accord. Les pratiques au niveau de la société est totalement différente des législations. Nous menons toujours un combat pour changer les mentalités. Et je voudrais préciser que les jeunes aujourd'hui subissent plusieurs tentations. Donc, ils sont à la fois des protagonistes et aussi des victimes de délinquance, de l'extrémisme violent, etc. Je pense, pour moi, le service militaire, c'est un moyen pour lutter contre l'apathie sociale, renforcer la participation des jeunes dans la prise de décision d'une manière générale. Et ici, on le voit sur 3 volets, un triangle. D'ordre économique, on a déjà parlé c'est un moyen pour lutter contre le chômage et l'insertion professionnelle. D'ordre social, ça renforce la cohésion sociale et aussi lutte contre l'exclusion et renforce le besoin d'appartenance à la patrie. Et troisièmement, si on voit en termes de compétences, ça renforce les compétences de vie qui sont nécessaires pour un jeune de s'intégrer dans la société et aussi dans le marché de travail, mais aussi la capacité de résilience. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on a vraiment besoin de renforcer la capacité de résilience. Et je voudrais juste noter ici que généralement, on pensait toujours que le service militaire obligatoire, il est toujours imposé dans les zones à conflit. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé, un conflit ou un incident qui peut se passer dans une petite localité qui est très loin du Maroc peut impacter notre sécurité. Donc, c'est un devoir d'engager cette jeunesse pour mieux préparer la jeunesse à la fois pour s'intégrer dans la société, mais aussi pour défendre les intérêts du pays. Très bien. Alors, Fouad Benmir, vous êtes sociologue. Et si je suis une jeune Marocaine, pourquoi devrais-je adhérer ? Est-ce que vous pensez qu'on prépare assez déjà les jeunes pour comprendre tout cela ? Parce que nous sommes en train de parler de valeurs, de citoyenneté, également des bienfaits que pourrait avoir ce service militaire pour pallier à certaines faiblesses que nous connaissons aujourd'hui et qui frappent de plein fouet cette jeunesse marocaine. Est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas faire davantage d'efforts au niveau peut-être de l'enseignement scolaire pour inculquer ces valeurs-là et préparer cette jeunesse à adhérer, à embrasser cette culture du service militaire obligatoire, comme c'est le cas dans d'autres pays, sans les citer, la liste est longue, mais en tout cas qu'on voit tous les bienfaits finalement qu'apporterait cela. Oui, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais bien revenir sur la question de la femme. Ça, c'est une question vraiment très pertinente. La première opération, personne ne s'attendait que les filles allaient bien sûr répondre oui à la première opération du service militaire obligatoire. Bien sûr, dans une société conservatrice, tout le monde se disait que la fille ne va pas bien sûr répondre, alors que le nombre inscrit, le nombre de filles qui ont exprimé leur volonté de participer à la première opération dépassait toutes les prévisions. Là, j'aimerais bien faire une lecture, très brève et succincte pour donner quelles sont les causes. Je crois qu'il faut dire que les législations et les lois, bien sûr,
qui parlaient de la femme et qui ont donné, bien sûr, des droits à la femme marocaine, commençant par la Moudouana de 2004 et toute autre loi et législation qui ont donné le droit de la femme, bien sûr, à demander le divorce. Il n'a pas besoin d'un tuteur pour aller se marier. La femme marocaine, le premier pays arabo-musulman qui connaît la femme comme Adoul, les lois contre l'harcèlement sexuel, etc. Je crois que cet arsenal juridique en faveur de la femme qui ont fait que ces 20 ans, c'est justement la période où l'intronisation de Sa Majesté Mohamed VI, c'est avec toutes ces lois et ces législations, donc la femme née en 2000 et qui a aujourd'hui 20 ans ou 21 ans, a répondu oui au service militaire, car elle est vraiment très utopique de penser qu'on peut réaliser un développement durable sans la participation effective de la femme. Malheureusement, dans une société masculine, le masculin n'a pas encore compris que les choses se changent autour de lui et que la femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'hier. Donc c'est tout simplement pour dire pourquoi le nombre de femmes inscrites dans la première opération était aussi élevé. Donc je crois que voilà, c'est une lecture très succincte et brève. Bien sûr, l'éducation, bon, j'ai déjà signalé ça, les institutions de socialisation telles que l'école, telles que les services d'information doivent tous participer à transmettre, à véhiculer les valeurs de l'appartenance à cette nation. C'est pourquoi je pense qu'il faut consacrer des matières dans des collèges, dans des lycées, même dans les écoles primaires, qui parlent un petit peu de l'histoire de ce pays. Ce pays, il est riche d'histoire et par conséquent, c'est un pays, il faut passer aussi transmettre les valeurs de la discipline, les valeurs pour participer à la construction d'un citoyen marocain capable de s'intégrer dans cette société-là et de transmettre ces grandes valeurs. Je pense que l'école est interpellée en tant qu'institution, en tant que levier de développement, à participer dans, bien sûr, la transmission de ces valeurs pour construire une jeunesse capable de relever les défis et répondre aux enjeux politiques, économiques et sociaux que connaît le Royaume du Maroc et qui va connaître ultérieurement. Et d'adhérer et de participer aussi à ce nouveau modèle de développement. Un dernier mot, Karima Ghanem, avant de clore. Je pense que déjà, l'éducation à la citoyenneté, elle est déjà intégrée dans l'école. Il y a aussi des clubs de citoyenneté, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'éducation à la citoyenneté soit une politique intégrée et renforcer davantage la société civile pour la promotion de cette participation. Et à mon avis, la participation locale à travers les mécanismes de démocratie participative, c'est un point d'entrée important pour renforcer cette éducation. Et mon dernier mot, je dirais que nous sommes tous des soldats citoyens. Le soldat, c'est pas un soldat avec un uniforme. Nous sommes tous engagés pour défendre la patrie. Très bien. Sur ces mots, cette première partie touche à sa fin. Je voudrais réitérer mes remerciements à mes deux invités, Fouad Benmir, sociologue, et Karima Ghanem, présidente du Centre international de diplomatie, également activiste de la société civile. Merci, madame et monsieur, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Et nous passons à présent à la seconde partie de questions d'actu. Restez avec nous tout de suite. Donc, la TPME au menu de cette deuxième partie. La TPME marocaine, il faut savoir qu'elle représente, ou rappelons-le pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est plus de 99% du tissu entrepreneurial du Maroc, mais elle ne crée que 38% de la valeur ajoutée, emploie tout de même les 3/4 des emplois bien sûr déclarés au Maroc. Tout cela, ce sont les chiffres de l'Observatoire marocain de la TPME. Je reçois donc ce soir pour parler de ce sujet Abdallah Fergui, président de la Confédération marocaine de TPE et PME, et Kamel Zine, analyste économique. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation.
Merci à vous de l'accepter. Kamal Zine, donc vous êtes analyste économique. Est-ce qu'il est facile de dresser un état des lieux de l'état de la TPME marocaine aujourd'hui au vu de la donnée dont nous disposons, des données dont nous disposons à travers l'Observatoire ou d'autres cabinets d'ailleurs? Effectivement, il y a aujourd'hui une difficulté pour avoir une image très claire, très précise de l'état de l'entreprise marocaine. Effectivement, il y a des données qui sont communiquées dans différents rapports. Vous avez parlé de données qui ont été communiquées par l'Observatoire marocain de la TPME. Donc en fait, ce sont des informations qui sont très importantes, très intéressantes. Néanmoins, nous savons que ces informations ne concernent que le secteur formel. C'est-à-dire que il y a une grande partie en fait qui n'est pas couverte, qui est le secteur informel, qui représente, pour rappel, près de 30% du PIB marocain et près de 70% des emplois, selon une étude qui a été faite par Banque el-Maghreb il y a quelques mois. Donc, effectivement, il y a une difficulté pour avoir une image très claire. Nous avons les chiffres de la CNSS, mais nous savons que ces chiffres-là ne couvrent pas en fait l'ensemble du tissu économique de l'ensemble des entreprises qui opèrent au Maroc. Donc, cependant, il faut dire que c'est un exercice qui est très important, puisque déjà ça permet de comprendre en grande partie les tendances, les évolutions et le paysage des entreprises au Maroc, en tout cas concernant le secteur formel. Donc ça, c'est déjà bien. Ça permet donc d'avoir une idée, une image sur ce qui se passe aussi dans le secteur informel, même si ça reste un peu approximatif. Donc je pense qu'en fait c'est un travail qui est louable, qui est important pour produire des informations, pour communiquer des données qui sont nécessaires et importantes aux décideurs, aux investisseurs, et donc qui permet de mieux comprendre en fait le paysage de l'entreprise marocaine aujourd'hui. Ce qu'il faut dire aussi, malheureusement, et ça, vous l'avez bien rappelé au début, c'est qu'on parle de TPME qui représentent 99% des nombres des entreprises qui existent au Maroc. Donc, ça veut dire qu'il y a 1% des entreprises qui sont soit des grandes entreprises ou des moyennes entreprises. Et ça crée en fait un vrai problème par rapport aussi au point qui est, par rapport à la donnée, à votre question, qui est le système d'information et la data. On sait que déjà, il y a un problème en fait en matière de système d'information. Toutes les entreprises grandes ou moyennes, qui sont je dirais, les mieux outillées, les mieux placées, n'ont pas des systèmes d'information forcément à jour qui intègrent l'ensemble des données concernant leur activité. Donc, par rapport aux autres entreprises qui représentent 99%, qui sont les très petites et micro-entreprises, là, on est, je pense, très loin du compte, et je pense que ces entreprises sont d'abord confrontées à des difficultés qui sont liées à la trésorerie, à la commande, Absolument. à la formation, au capital humain, plutôt que de mettre en place des outils pour produire de la donnée. Puisque vous parlez de production de données, justement, cet observatoire de la très petite et moyenne entreprise est en train de travailler sur l'installation d'un système d'information qui permettrait d'ailleurs de prendre des décisions et d'analyser tout simplement la situation. Abdel Fargui, puisqu'on parle de chiffres, vous avez avancé des chiffres, c'était en juillet dernier, il me semble, sur les faillites d'entreprises. Vous avez parlé quand même d'un chiffre énorme, les faillites d'entreprises, bien sûr dans la foulée de la crise sanitaire et économique que le Maroc, comme tous les pays du monde, a traversé. Et vous avez parlé de 20 000 faillites. Quelle est la base de ce chiffre? Donc, tout d'abord, nous avons réalisé, dès le début du Covid, nous avons réalisé une étude du terrain qui a donné des chiffres qui ont été relayés par tous les médias, même par la Banque mondiale, le Conseil socio-économique et environnemental, pas mal d'organismes internationaux qui ont relié ces résultats. Ces résultats ont donné que 87,3% des TPME étaient en arrêt total pendant le confinement. Alors imaginez ce nombre énorme des entreprises qui étaient en arrêt total, et sauf 17%, pas 17%, moins de 17% étaient en activité partielle. Donc là, il faut prévoir
que des faillites vont arriver. Si on voit les années 2019, nous avons eu 10 000 entreprises qui ont fait faillite. C'est toujours, Donc, quand vous dites 2000 10 000 entreprises qui ont fait faillite, je me permets de vous interrompre, El Felgui, parce qu'on voudrait vraiment comprendre, c'est toujours la même méthodologie, c'est une étude qui a été effectuée sur le terrain dans les 12 régions du royaume, toute taille d'entreprises confondues. Oui, bien sûr, ce sont des entreprises qui souffrent comme a dit mon prédécesseur. Donc, les TPE souffrent depuis des décennies de manque de financement, d'accès aux commandes publiques, de manque d'accès aux fonciers, etc. Le personnel n'est pas très bien qualifié, je l'avoue. Mais les gouvernements n'ont rien fait pour soulager ces souffrances. Donc, arriver au chiffre de 20 000 entreprises qui ont fait faillite sont des estimations que nous avons faites à la base de cette étude. Donc, maintenant, on peut parler de plus de 20 000. Parce qu'il n'y a pas de plan de relance. Toujours en estimation, en attendant des chiffres officiels. Hein. Bien sûr, mais en parenthèse, je parlerai de l'Observatoire de la TPME. On n'est pas d'accord sur les chiffres qu'il propose. Pourquoi? Parce que l'Observatoire définit la TPE autrement que la définition réelle. Pour lui, nous sommes des micro-entreprises, alors que nous, on est des TPE. La TPE, c'est moins de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Pour eux, moins de 3 millions de chiffre d'affaires, c'est une micro-entreprise. Alors là, il faut faire attention sur les chiffres. Donc, la définition de la TPE au Maroc, il y a un grand problème. Nous l'avons demandé au chef de l'ancien gouvernement. On va le demander au chef du nouveau gouvernement. Il faut qu'on ait une définition très claire de la TPE pour que ces chiffres-là soient réels et qu'on se base sur ces chiffres. Donc, baser sur des chiffres qui n'ont pas réels, là, on va avoir des programmes qui ne sont pas adaptés aux TPE. Mais je pense que programme adapté au TPE, il y a déjà un département gouvernemental, un ministère qui a été créé dans ce sens. C'est-à-dire, c'est le ministère de l'Emploi d'ailleurs et de la petite entreprise. Nous y reviendrons. Où aller comment? Nous sommes en contact. Nous sommes en contact avec le nouveau ministre. On va se réunir dans les jours qui viennent. Qu'allez-vous présenter au nouveau ministre, à M. Skori? Qu'allez-vous lui présenter? Quels sont selon vous les dossiers prioritaires de l'Al-Felgui? La priorité des priorités pour nous, c'est la définition tout d'abord de la TPE au Maroc. Nous avons la charte de la PME, mais nous n'avons pas une définition de la TPE tout d'abord. Alors, mais quand vous dites définition, est-ce qu'on parle de définition fiscale? On parle de quoi? Est-ce que c'est juste sémantique ou on parle de fiscalité? On parle de quoi? Nous avons travaillé sur la stratégie TPE avec l'ancien gouvernement de Kéran Ier, de 2012 jusqu'à 2013. Il a été lancé le 17 mai 2013 à la Bibliothèque nationale en présence de 8 ministres. La définition, on était tous d'accord sur une définition de moins de 3 millions de dirhams et moins de 10 personnes, parce qu'il y a des startups qui font des chiffres d'affaires de 5 millions, 6 millions de dirhams, mais qui n'emploient pas des personnels importants. Par exemple, ils emploient 4 ou 5 ingénieurs pour un chiffre d'affaires de 5 ou 6 ou 8 millions de dirhams. Donc, ce ne sont pas des PME, ce sont toujours des TPE. Donc, on a associé le chiffre d'affaires et le nombre de personnes. Donc, la TPE, c'est moins de 3 millions de dirhams et moins de 10 personnes. Très bien. Donc, ça n'a rien à voir avec la fiscalité. Une réaction peut-être Kamal Zine aussi par rapport aux dossiers prioritaires sur lesquels s'attelle déjà le nouveau ministre de la toute petite entreprise. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le département porte ces deux... j'ai envie de dire valeurs de l'équation qui sont la toute petite entreprise et aussi l'emploi. Absolument. D'ailleurs, comme vous l'avez bien rappelé au début, une grande partie des emplois, près des 3/4 des emplois, sont générés par des TPE et des PME. Donc, on voit très bien le rôle en fait de la PME marocaine dans la création de l'emploi et du pouvoir d'achat des citoyens marocains.
Par rapport à votre question, je pense que la priorité aujourd'hui qui doit être traitée au-delà de la question de la définition, qui a été pour moi qui peut être effectivement un sujet majeur. Et il y a d'autres sujets sur lesquels il faut se focaliser. Premièrement, le point concernant la formation. Aujourd'hui, il y a un grand Mhm. travail à faire sur le capital humain. Nous voyons qu'aujourd'hui, avec nos partenaires économiques, il y a plusieurs bouleversements, plusieurs mutations dans le paysage de l'emploi qui est lié aux transformations et mutations qui ont lieu actuellement dans l'industrie, dans les services, dans le secteur agricole, dans les énergies renouvelables, en fait dans les secteurs de demain. Donc comment préparer justement l'économie de demain et l'insertion du Maroc et de l'économie marocaine dans la recomposition de l'économie mondiale. Je pense que ça, c'est très important. Et c'est un travail qui n'est pas simple et qui ne peut pas être réalisé du jour au lendemain, mais je pense que c'est un élément important qui doit être posé sur la table. Et il y a aussi la question qui bloque aujourd'hui les entreprises marocaines, qui sont la trésorerie. Ça, c'est un vrai problème. On a en fait des délais de paiement surtout entre les TPE-PME, entre elles, qui sont de 120 jours à peu près. Il y a eu un travail dans ce sens qui a été réalisé par les établissements publics, les collectivités territoriales, avec un délai de paiement qui est de l'ordre de 38 jours. Mhm. Néanmoins, il y a en fait d'autres progrès à faire, notamment sur les crédits interchantiers, qui constituent près de 420 milliards de dirhams. Et on sait que 40%, je reprends les chiffres d'InfoRisque, 40% des Absolument. défaillances des entreprises sont liées à des problèmes de trésorerie. Donc, si on Mhm. arrive déjà à gérer les problèmes de délai de paiement et les crédits inter-entreprises, ça va régler une partie du problème. Il y a aussi un problème structurel auquel sont confrontées les entreprises marocaines, que ce soit en fait des TPE, mais de toute façon, en fait, quand on prend l'étude qui a été réalisée ou le rapport de l'Observatoire marocain de la TPME, ils disent que 99% des entreprises marocaines sont des TPE, micro-entreprises, à savoir avec un chiffre d'affaires de moins de 3 millions de dirhams. Donc, nous avons en fait un problème structurel qui est lié à la sous-capitalisation des entreprises parce que ça reste en fait des petites entreprises Mhm. et du coup, elles sont moins armées pour faire face à des problèmes, à des crises. On l'a bien vu, heureusement qu'il y a eu des efforts qui ont été réalisés, notamment en termes de financement de prêts garantis, mais hélas, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut aussi régler ce problème-là de la sous-capitalisation et aussi comment co-construire avec les entreprises, les syndicats, les investisseurs, le patronat et le secteur bancaire et financier, un écosystème qui puisse en fait inscrire l'entreprise dans une trajectoire de croissance dans la durée. C'est-à-dire qu'elle peut démarrer avec une petite taille, par exemple, mais l'aider progressivement à croître Un peu et sur le à modèle des l'aider startups, en fait. des startups C'est-à-dire qui sur les arrivent différentes à phases de la scaler. création d'une startup et appliquer cela à une Absolument. toute petite entreprise. Absolument, et s'agrandir, et ensuite permettre aussi de participer au chantier à la commande publique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'avec 99% d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions, il y a un problème en fait de moyens, de capacité à répondre déjà, à s'insérer dans la commande publique. Donc effectivement, on peut mettre en place pour la question, le point de la préférence nationale, mais en fait, quand on voit les investissements qui sont réalisés, notamment des projets d'infrastructure, de construction de barrages, des énergies renouvelables, des politiques industrielles qui sont mises en place aujourd'hui, nous avons en fait des volumes qui sont importants, des montants qui sont importants, et malheureusement, il y a plusieurs entreprises qui se retrouvent en fait à l'écart parce qu'elles n'ont pas cette taille critique pour Mhm. justement s'insérer dans ces projets-là. Donc je pense qu'il y a aussi un travail qui doit être fait au niveau des responsables des entreprises, du patronat, des syndicats, pour pouvoir aussi mettre en place des stratégies, je dirais, d'alliance pour avoir en fait ou s'insérer ou répondre à des projets en commun avec une synergie qui est plus importante. Très bien. Abla Fargui, alors, donc, comme le disait bien sûr Kamal Zil à l'instant, ce n'est pas suffisant, notamment pour aider ces entreprises à dépasser la crise. Alors, est-ce que vous pensez que le projet de loi de finances 2022 est une opportunité ou plutôt un handicap pour la TPME?
Je peux continuer sur les priorités. Donc, les priorités pour nous, ce sont toujours l'accès au Ah, bien financement, sûr. l'accès aux commandes publiques, tout ce qui est référencement des entreprises. Nous avons travaillé sur plusieurs dossiers avec le ministère d'équipement sur ce volet-là. On va continuer avec le nouveau ministre d'équipement sur le volet de référencement des entreprises. Il y a l'accès au foncier aussi. Mais pour nous, ces dossiers-là, on va les traiter avec les ministères concernés. Avec suite aux annonces de PLF 2022, nous avons constaté qu'il y a un problème qui nous bloque, qui va nous bloquer, nous les TPE et les PME, c'est les impôts. Le gouvernement a opté pour l'impôt progressif au lieu de l'impôt proportionnel que nous avons avant. Donc ça va aider, ça va bloquer les TPE, ça ne va pas aider les TPE. Donc nous, on demande à ce qu'on revienne sur l'ancien modèle. Aussi sur le PLF, nous avons constaté qu'il n'y a pas beaucoup sur le volet d'accès au financement. Donc nous sommes étonnés de savoir que l'Intelaka n'était pas à l'ordre du jour, alors qu'on est sorti avec un autre programme qui s'appelle Força. Donc, l'Intelaka, il a été lancé, c'est un programme royal. Nous misons beaucoup sur ce programme-là. Malheureusement, il a connu des retards à cause de Covid, à cause de plusieurs problèmes. Nous avons demandé à l'ex-chef du gouvernement de créer un comité national pour suivre les réclamations. Nous recevons des dizaines et des centaines de réclamations, des gens qui ont déposé leur dossier aux banques et qui attendent plus d'une année, une année et demie, sans réponse ni négative ni positive de la part des banques. Il faut que le gouvernement bouge sur ce volet-là. Il faut aussi travailler sur d'autres dossiers pour nous qui sont prioritaires, c'est d'appliquer la loi de quotas sur les marchés publics destinés aux PME TPE, donc les 20%, les fameuses lois de 20%, elle n'est pas appliquée. Donc nous avons à plusieurs reprises demandé à l'ancien chef du gouvernement, au ministre et ministre de Commerce, d'Industrie et autres, d'appliquer cette loi. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'est pas applicable. Donc, pourquoi on néglige cette loi qui est destinée à offrir un quota de 20% pour les PME. Donc, pourquoi le gouvernement n'a pas travaillé? Les anciens et ce nouveau gouvernement, on le voit, qui ne s'intéresse pas beaucoup à la traite des entreprises suite au CPLF. Donc, nous ne retrouvons pas, la TPE ne se retrouve pas dans ce PLF. Très bien. Bon, si on y voit de plus près plutôt, Kamal Zine, dans ce projet de loi de finances qui propose un impôt proportionnel pour remplacer l'impôt progressif. Est-ce que cela arrange, selon vous, en tant que, bien sûr, professionnel de la finance, est-ce que cela arrange davantage, bien sûr, dans un contexte de crise, une petite structure d'entreprise? Je pense que la question de la fiscalité est une question qui est majeure pour l'entreprise et ce n'est jamais ni noir ni blanc. Je pense que les réponses généralement sont mitigées et nuancées dans ce sens. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la convergence vers une justice fiscale qui a été mentionnée et portée dans la loi cadre de la réforme fiscale et aussi dans les assises de la fiscalité qui ont eu lieu en 2019. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'OCDE, donc les pays les plus développés, montre que la justice fiscale, notamment pour les entreprises, est très importante pour encourager l'investissement, pour encourager la création de l'emploi. Alors la difficulté auquel le gouvernement actuel a été confronté, c'est premièrement son arrivée ou sa prise de fonction qui a eu lieu en fait début octobre. Donc la marge de manœuvre en termes de
traitement de réalisation de mesures qui seront, je dirais, plus consensuelles et difficiles. Néanmoins, on peut dire que par rapport à l'impôt proportionnel, l'avantage c'est que ça constitue un premier pas vers la convergence de la politique fiscale pour les entreprises, mais effectivement, ça soulève le problème de l'effet de seuil, puisqu'on a 3 paliers. Et on se retrouve dans des cas où, effectivement, 2 entreprises qui se retrouvent proches du seuil, l'une dans je dirais la tranche supérieure et l'autre qui est dans la tranche inférieure, se retrouvent en train de payer 2 impôts différents alors qu'elles ont réalisé pratiquement le même bénéfice. Donc effectivement, ça soulève la question, le défi de risque de filialisation pour certaines entreprises pour réduire justement l'impôt à payer. Donc effectivement, ce n'est pas une question qui est, je dirais, très simple à trancher. Il faut converger vers plus de justice fiscale, mais il faut aussi renforcer les contrôles en parallèle et aussi assurer une justice fiscale par rapport à l'existant aujourd'hui, puisque effectivement, quand vous êtes sur des tranches différentes et que vous êtes traité d'une manière fiscale, je dirais, avec des impôts plus importants pour l'autre, pour une entreprise, et moins importants pour l'autre, c'est un problème aussi de justice qui se pose aujourd'hui. Une réaction, Abdel Folgui, par rapport à cette fiscalité dans le PLF 2022? Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, nous, on aimerait que l'État, ce nouveau gouvernement, opte pour l'ancien régime des impôts proportionnels au lieu d'adapter les impôts progressifs. Ça va encourager l'informel, ça va encourager les TPE à ne pas déclarer beaucoup. Donc, ça va nous bloquer, nous, les TPE. C'est pourquoi on demande à ce que ce PLF revient sur ces décisions. Très bien. Bon, alors, pour finir, on va finir avec, bien sûr, le financement. Un peu le talon d'Achille des TPME. Les crédits aux entreprises ont augmenté de 4,3%, aux entreprises non financières, ça c'est selon les chiffres de Banque Al-Maghreb. Son enquête de conjoncture indique aussi que l'accès au financement au 3e trimestre a été jugé normal par 89% des entreprises industrielles avec un coût de crédit en stagnation. Alors, est-ce que cette tendance est amenée à se poursuivre en sachant qu'il y a la période d'Aman et la période après d'Aman, Kamal Zine? Alors, par rapport, je démarre par le secteur industriel que vous avez mentionné. Je pense qu'il y a eu une première mesure dans le PLF de 2022 pour réduire en fait l'IS pour les entreprises industrielles de 28 à 27%. Donc, je pense que c'est un premier pas qui est positif, justement pour montrer que l'État mise sur l'industrie, mise sur les entreprises pour justement accélérer le développement industriel de notre pays. Par rapport en fait au crédit, effectivement, il y a eu une hausse de l'encours de 4%. On est à près de 1000 milliards de dirhams à fin septembre. Néanmoins, il y a en fait une disparité entre les différents secteurs, puisqu'on voit que les encours qui ont cru déjà sont des encours qui sont liés à la trésorerie. Donc, ça explique les difficultés des trésoreries des entreprises. Et puis, ça concerne aussi les crédits débiteurs. Donc, c'est plutôt de la consommation. Donc, on voit qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, d'une part, et un problème de trésorerie pour les entreprises. On voit par contre que les crédits à l'équipement ont baissé de près de 2,5% donc jusqu'à septembre. Oui. Et ça montre du coup que les investissements, je dirais, du secteur privé et public n'ont pas connu un dynamisme durant les 9 premiers mois. Et je pense que c'est un défi majeur pour le gouvernement actuel de relancer en fait l'emploi à travers les chantiers. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Équipement en lançant des vrais chantiers, en également saucissonnant en fait les chantiers pour pouvoir permettre aux entreprises de s'insérer en fait dans ces investissements-là. Donc il y a en fait une disparité, un écart selon les secteurs, mais globalement en fait les crédits s'orientent plus pour le financement de la trésorerie des entreprises et la consommation des ménages. Et il faut dire et l'immobilier aussi, dont l'encours a augmenté également. Et le taux appliqué aussi. Alors, j'arrive au taux. Vous y arrivez. Autant pour moi. J'arrive au taux et au créances en souffrance.
Donc, en fait, par rapport au taux, globalement, en fait, il y a eu une hausse des taux. Donc, en grande partie, on est en train de consommer les baisses des taux directeurs qui ont été accordées par Banque El Maghreb, à savoir les 75 points de base l'année dernière. Donc, on est pratiquement revenu à des niveaux de taux qui correspondaient à la période d'avant-crise, en tout cas d'avant la baisse des taux directeurs de Banque El Maghreb. Et puis, il y a aussi en fait cette stabilité ou voire de hausse des taux d'intérêt s'explique aussi par la volonté, je pense, des banques de compenser la hausse des créances en souffrance qui, on sait, sont à des niveaux records. Les créances en souffrance ont augmenté de 7% en septembre. Donc ça montre qu'il y a plus de défaillances. Ça rejoint en fait ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que les TPE, PME marocaines sont face à des situations difficiles. Je pense que, et là je reviens au deuxième volet de votre question par rapport au financement. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu un travail colossal quand même qui a été réalisé par l'ex-CCG, la Société de garantie et de financement. On a eu près de 68 milliards de crédits octroyés, donc en grande partie de prêts de garantie, d'Aman Oxygène, etc. Cette année, on s'attend à une baisse, voilà, tout à fait, et une baisse de la production est attendue cette année à 44 milliards. Donc pour atteindre 44 milliards de production. Et puis pour l'année prochaine, l'ex-CCG prévoit près de 35 milliards de dirhams. Donc je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est effectivement continuer à accompagner les entreprises dans leur financement et aussi s'assurer que les crédits garantis qui ont été octroyés l'année dernière ne se transforment pas en créances en souffrance aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il faut vraiment accompagner les entreprises au cas par cas pour pouvoir justement à la fois les aider à rembourser leurs prêts et continuer à vivre sans bien sûr constituer des cas de défaut majeurs parce que globalement, nous avons un système bancaire et financier qui est solide. Très bien. Il y a beaucoup à dire, il reste beaucoup à dire, mais malheureusement, le temps de l'émission est désormais écoulé. Merci encore une fois, Abdallah Farghi, président de la Confédération marocaine des TPE et PME. Et merci à vous également, Kamal Zine, analyste économique, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très, très bonne soirée à tous.